Salut à tous, c'est Mr Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire du doublage. Comment est-il né? Quels furent les premiers films doublés? Quelles étaient les conditions de travail de l'époque? Et pour en parler, nous avons avec nous par téléphone Monsieur François Justamant. François Justamant, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Vous êtes journaliste pour un site web spécialisé, la Gazette du doublage, Oui. qui est affilié au site Objectif Cinéma. Oui. Vous y donnez régulièrement des informations et actualités sur le monde du doublage. Vous avez également fait de nombreuses interviews sur le sujet, des reportages sur le doublage de certains films. Et vous avez écrit un livre sur le sujet qui s'intitule « Rencontres autour du doublage des films et de séries télé » en collaboration avec Thierry Attard et qui est publié aux éditions Objectif Cinéma. Exactement. Alors j'ai envie de vous poser cette question, alors pas si simple. Où et quand est né le doublage ? Alors oui, en effet. Donc en fait le doublage, déjà il faut remonter à l'époque du cinéma muet et de la fin du cinéma muet. Comme le disait en fait Marcel Pagnol, le cinéma parlant est la nouvelle forme de l'art dramatique. Et donc à cet effet, le début du parlant, le parlant risquait de mettre en péril la suprématie de Hollywood parce que à cette époque, il y avait quand même des craintes du passage du muet au parlant. Pour des raisons plus économiques que techniques, et donc ces obstacles linguistiques se dressaient donc rendant difficile éventuellement les ventes des films à l'étranger. Ouais, l'importation des films américains dans les pays non anglophones. Voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'était passé, il y avait aussi des craintes par rapport aux stars hollywoodiennes des années 30, comme Garbo ou d'autres. Les producteurs se demandaient si ces vedettes avaient des voix, on pourrait dire phonogéniques, parce que on pouvait avoir un très beau physique à l'écran, et puis finalement ou jouer mal la comédie, ou avoir une voix qui n'était pas forcément très très agréable. Donc il y avait quand même quelques craintes à ce niveau-là. Donc avant d'entreprendre l'invention en tout cas du doublage, il y a eu ce qu'on appelle en fait une décision de Hollywood d'essayer de faire des versions étrangères de ces films américains. Alors ces versions étrangères, on les appelle aussi sous un autre nom, que sont les versions multiples, c'est-à-dire que Hollywood tournait le même film en plusieurs langues, c'est-à-dire que Hollywood a fait venir des artistes de plusieurs pays, dont la France. Donc ces artistes sont arrivés sur les plateaux américains. Ils retournaient la même scène, voilà. Chaque scène était retournée par un réalisateur du pays, allemand, français, etc. Voilà, et donc en fait on faisait des versions, ce qu'on appelle donc des versions multiples. Alors je vous parle d'un exemple assez précis. Bon, un des premiers films avec John Wayne qui s'appelle La Piste des Géants, qui est un film de 1931. Ce film a bénéficié d'une version multiple. Donc dans la version américaine jouée par les acteurs américains, John Wayne faisait son rôle, et dans la version française, réalisée donc non pas par Raoul Walsh, l'américain, mais par un français qui s'appelle Pierre Couder. Et ce film a eu une version multiple avec des acteurs français, et c'est un acteur un français qui vivait déjà aux États-Unis, qui s'appelle Gaston Glass, qui a fait donc le rôle de John Wayne. Alors la presse française a pas forcément bien accueilli ce type de film, car il disait que les acteurs jouaient plutôt faux, qui récitaient plutôt leur texte. Enfin bon, voilà. En plus, le désavantage de ces versions dites multiples, c'est que ça coûtait quand même très cher aux productions américaines, parce que c'est forcément quand on refait, mettons, je sais pas, 3 ou 4 fois la même scène, le tournage du film est autant plus long, voilà, et puis elle est cachée des comédiens, etc., etc. C'était pas la solution la plus C'était pas la solution pratique. idéale, voilà. C'est vrai que ça faisait travailler un certain nombre d'acteurs, de techniciens, mais ça coûtait quand même
très cher. C'est à ce moment que, dans les années 28-29, il y a eu vraiment les débuts, les tout premiers débuts du doublage, mais c'était vraiment presque artisanal. C'est-à-dire qu'il y avait un anglo-saxon qui s'appelait Edwin Hopkins, qui a inventé ce qu'on appelait à l'époque le dubbing, parce qu'en fait, même en France, au début des années 30, le doublage se dénommait avec cette appellation anglo-saxonne, le dubbing. Donc c'était un procédé d'Edwin Hopkins qui en fait s'agissait en fait de substituer une voix phonogénique, donc une voix qui est plutôt agréable, à une voix plutôt exécrable d'une vedette encore très à la mode. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il y avait cette idée en fait de remplacer une voix. Et puis il y avait un autre personne d'origine allemande, Jacob Carroll, qui était en fait le directeur des versions allemandes, donc versions multiples allemandes de la compagnie Paramount, parce que Paramount avait ses studios à Joinville et Paramount faisait ses versions multiples pour toute l'Europe en fait. Et donc Jacob Carroll, lui, il a eu l'idée d'utiliser la technique d'Edwin Hopkins, donc le dubbing. Par contre, lui, pour remplacer le dialogue en VO, par un dialogue en une autre langue. Pas forcément le français d'ailleurs, mais par une autre langue. Donc là, c'est plus vraiment l'idée qu'on connaît actuellement du doublage. Vous voyez, le remplacement de la VO à, mettons, la VF. Donc on peut dire quasiment que l'inventeur de cette idée, c'est cet Allemand-là, Jacob Carroll. D'accord, en servant de l'idée du dubbing qui avait déjà été proposée. Voilà, exactement. À ma connaissance, le premier film ayant subi si on peut dire, ce traitement. Ce traitement, c'était en 1920, vers les années 28, un film qui s'appelle The Flyer, quasiment inconnu, voilà. Il y a eu également en 1929 un film qui est connu comme étant le premier film sonore. Le chanteur de jazz. Le chanteur de jazz, voilà, donc où il y avait 5 mots, je crois, 5 mots de dialogue parlé, simplement. Donc vous voyez, une expérience vraiment très, très minime. Il y a eu également, à cette époque, un autre film, du célèbre réalisateur King Vidor, qui s'appelle Alléluia. Alors là, c'est encore un petit peu différent. C'est-à-dire que c'était un film qui a été tourné en muet et qui a été en fait... post-synchronisé plutôt. Voilà, un traitement de doublage, mais alors que la matière première était un film muet. Donc c'est encore un film différent. En fait, le film a été doublé même en version originale. Exactement. Exactement. Et là, c'est vraiment de la post-synchronisation. Parce que l'idée de post-synchronisation, c'est dans une même langue, finalement. Le doublage, c'est de VO à VF, mettons, alors que la post-synchronisation, ça peut être de VF à VF. Vous voyez ce que je veux dire? Le grand exemple qu'on retient, en fait, c'est en 1931. C'est un doublage, en fait, entre guillemets, de grande envergure. C'est-à-dire plus qu'on peut retrouver de nos jours. Et c'est un film de la Paramount qui s'appelait Désemparé, Dérelict, avec un acteur qui s'appelle George Bancroft, un acteur de l'époque. Et ce film avait été doublé au studio de Saint-Maurice. Ce film-là est en fait, même s'il y avait eu d'autres exemples précédemment, et ce film avait été doublé donc sur le territoire français et par des comédiens français. Voilà. Donc c'était le vrai premier doublage ambitieux, quoi. Exactement. Et alors, malgré ce premier doublage donc de grande envergure, le phénomène des versions multiples, a continué à exister malgré tout. Je crois que les dernières versions multiples ont été réalisées en 1935. Vous voyez, donc en fait, pendant encore quelques années, il y a eu une cohabitation entre le doublage et les versions multiples. Mais les versions multiples, comme je vous disais, étant très coûteuses, peu à peu, elles ont fini par disparaître au profit du doublage. Et donc, ces versions multiples, elles étaient faites pour la Paramount, en l'occurrence, au studio de Joinville. La Paramount a cessé ses versions multiples, je crois, en 1931. Ils ont fermé leur studio de Joinville. Par contre, à Hollywood, ça a continué un petit peu. Je crois que la Fox, la MGM, la Warner ont fait quelques versions multiples encore. Pour vous donner un exemple également, je vous parlais tout à l'heure du film de John Wayne, La Piste des Géants, version multiple. Il y a également un autre exemple qu'on peut relever parce que il est intéressant et puis
avec des vedettes de l'époque. C'était un film avec Laurel et Hardy, ça s'appelait Feu mon oncle. Et là par contre, en fait, ils ont demandé à Laurel et Hardy eux-mêmes de jouer leur rôle en français. Alors, ces deux acteurs n'étaient pas du tout francophones, hein. Donc en fait, ils avaient des panneaux, ils lisaient des panneaux, vous voyez, derrière la caméra. Et donc forcément, c'était très... c'était quand même pas forcément très bien joué, et puis c'était quand même avec un accent assez fort, vous voyez. On sentait que ils étaient pas forcément très à l'aise, quoi. Exactement, ils étaient pas à l'aise parce que forcément ils comprenaient pas la langue, et puis en fait ils lisaient plus qu'ils ne jouaient, quoi. Enfin, même si leur film c'est surtout un enchaînement de gags et c'est pas forcément des films toujours très bavards, mais il y avait quand même ce phénomène. Et c'est pour ça que par la suite, quand les films de Laurel et Hardy ont vraiment été doublés donc à Paris, c'est pour ça qu'on a choisi des acteurs parisiens mais d'origine anglo-saxonne. Pour conserver justement cet accent que les vrais Laurel et Hardy avaient au départ. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu les origines. Les balbutiements du doublage. À cette époque-là, en France, c'était une nouveauté d'avoir des films américains en version française. Et d'ailleurs, il y avait une sorte de syndicat des acteurs de l'époque, français, qui s'appelait l'Union des artistes, à ne pas confondre avec l'Union des artistes qui existe toujours au Québec, hein. C'est pas du tout la même chose, là, c'était bien l'Union des artistes français. Et donc à cette époque, il se disait les films américains vont envahir le territoire français. Ils pensaient qu'il y aurait plus besoin de faire des films français puisque les films américains auront la voix française. Voilà, exactement. Et donc l'Union des artistes avait interdit à ses adhérents de participer à des doublages, parce qu'en fait ils jugeaient il y avait cet aspect dumping là. Pour eux, il y avait une sorte de pratique malhonnête vis-à-vis du public, parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque, c'est que vous voyez, se dire, mettons John Wayne parlant avec une autre voix, eux ils estimaient qu'il y avait quelque part une tromperie. Vous voyez, je sais que notamment en date du 1er mai 1931, ils ont adressé donc cette lettre à leurs adhérents, et puis finalement cette position a perduré pendant quelques mois, et enfin à la fin de l'année 31, ils sont quand même dit que pouvaient pas faire grand chose, et autant en profiter. Et donc c'est à ce moment-là, finalement qu'ils ont autorisé entre guillemets leurs adhérents à faire véritablement du doublage. Alors en 1932, où le doublage, je dirais, a vraiment eu une sorte d'essor, il y avait quand même près de 4000 comédiens en France qui en faisaient. Alors, évidemment, les grands rôles étaient faits par une poignée, on va dire, de comédiens chevronnés, mais dans les petits rôles, etc., il y avait quand même, plusieurs milliers de comédiens français qui en faisaient. Alors, ce qu'on peut aussi souligner qui est intéressant, c'est que, à cette époque, donc on parle des années 31, 32, à part peut-être certaines compagnies comme la Paramount à Saint-Maurice, mais sinon les autres compagnies étaient assez mal équipées, vous voyez, en termes de studios. C'était pas vraiment encore au point. Et donc, je sais qu'en début de 1932, je crois, la MGM a sélectionné à Paris un certain nombre de talents vocaux et les a fait venir à Hollywood. Ça a duré peut-être une année, hein, et donc pendant cette année 32, il y a un certain nombre de films de la Metro-Goldwyn-Mayer qui ont été doublés à Hollywood. Il y a eu les premiers films avec Greta Garbo, et puis finalement, après ensuite, en 1933,
les studios parisiens ont commencé à être installés, et donc ces comédiens français qui étaient partis là-bas, certains sont restés là-bas pour travailler dans des films américains ou autres, et d'autres sont revenus. En l'occurrence, la voix française de Greta Garbo, qui était Claude Marcy, est revenue à Paris. Et c'est qu'à partir donc de 1933 où le doublage est devenu une industrie en France. D'accord. Voilà. Merci beaucoup François Justamant. Alors je vous en prie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent acquérir votre livre Rencontre autour du doublage des films et des séries télé sur Amazon ou bien directement sur le site Objectif Cinéma. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci beaucoup. Je vous en prie.